Il s'appelle Diego, alias Gogo s'exprime. Il va vous influencer, il est transgenre. Et vous aussi maintenant. Oh non, je me suis fait influencer. Bah non, évidemment, c'est pas comme ça que ça se passe. Like that you can be either sex if you want. Les jeunes en questionnement identitaire s'attirent mutuellement comme des mouches. Salut, c'est Diego, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme le titre vous l'a suggéré, cette vidéo a pour but de dénoncer un collectif, parmi tant d'autres du même type, qui porte et diffuse des idées, disons, plus que discutables, pour rester poli. Je préfère d'ores et déjà prévenir que, pour me protéger juridiquement, je tenterai de rester mesuré dans mes propos. Le but est de vous exposer explicitement les objectifs et les moyens d'action d'un tel collectif, afin de rendre compte de ce qu'il représente au-delà de la partie émergée de l'iceberg que l'on veut bien nous montrer. Ainsi, vous pourrez, en connaissant l'envers du décor, constater et juger par vous-même la nature de ce collectif et l'impact qu'il peut avoir sur notre société et plus individuellement sur nos vécus de personnes trans. Autrement dit, ce collectif est-il transphobe? Sans plus tarder, je vais vous dévoiler le nom, le but et les méthodes employées par ce collectif. Tout d'abord, Hippomonie est un collectif, pas encore une association, bien que la plupart des membres aimeraient passer cette étape, ce n'est peut-être pas pour tout de suite, puisque cela nécessiterait de lever l'anonymat que la plupart d'entre eux souhaitent encore garder. Mais pourquoi veulent-ils garder l'anonymat? Le collectif mènerait-il un combat controversé? Et de quel combat s'agit-il? On va découvrir ça très vite. On va passer l'analyse de leurs réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, etc., pour aller droit au but, leur site internet. En effet, il y a 2 semaines, le collectif a lancé son site officiel, m'obligeant donc à réécrire toute ma première partie, j'avais pas prévu ça. Lorsque l'on se rend sur hippomonie.org, on découvre au premier abord un collectif de parents d'enfants transgenres engagés pour une approche éthique des questions de genre. Le nom du collectif, Hippomonie, étant la traduction du grec patience, on en déduit simplement que ces parents veulent éviter toute précipitation et faire les choses de façon correcte et encadrée pour leurs enfants. Rien d'alarmant jusqu'ici, c'est quelque chose qui peut largement s'entendre. Alors pour en apprendre davantage sur leur positionnement, on va jeter un œil à leur page d'accueil, sur laquelle ils expliquent être un collectif laïque et apolitique rassemblant des parents concernés par l'explosion des transitions médicales et chirurgicales rapides et irréversibles des enfants, adolescents et jeunes adultes. Plus bas, on peut lire l'encadré suivant. T'es pas bien dans tes baskets? T'es peut-être né dans le mauvais corps. De plus en plus de jeunes, en proie aux troubles inhérents à l'adolescence, influencés par le mimétisme ambiant, victimes d'une emprise ou sous l'influence des réseaux sociaux, demandent à changer de genre. Les requêtes explosent en France et touchent en majorité les filles. Avec quelles précautions et à quel âge a-t-on le droit de mutiler un corps sain? Aucune loi n'encadre ces pratiques. Aucun questionnement ne permet de s'assurer du bien fondé de la demande de transition. Je pense que ce petit paragraphe suffit à cerner leur positionnement, ce qui me fait d'ailleurs dire que pour tomber sur ce genre de site, il faut déjà taper dans la barre de recherche des mots assez orientés et donc avoir une opinion déjà particulière sur le sujet. Pour aller plus loin, on va faire un petit tour dans les ressources proposées par le site et passer en revue un guide proposé aux parents. Imaginons alors que je suis père d'un enfant qui vient de me faire son coming out transgenre. Je maîtrise très peu le sujet, je suis un peu perdu, je ne sais comment prendre la nouvelle ni comment l'accompagner dans son parcours, et on va me rediriger vers un guide dédié aux parents. Génial, voilà de quoi m'aider. Seulement, on peut très vite remarquer que ce guide a largement un parti pris, à l'image du site d'Hippomonie. D'abord, en tête du document, on lit « Soutenir les enfants atteints d'une incongruence de genre ». Bien qu'on ait le verbe « soutenir » qui donne une bonne impression, les autres mots employés renvoient à l'idée de maladie. Je les trouve donc, à titre personnel, assez inappropriés. Autant dans cette première partie, on va plutôt nous parler de l'importance d'être à l'écoute, de ne pas mépriser la parole de l'enfant, ce qui me semble en effet être de précieux conseils, autant par la suite, les choses commencent à changer de couleur. On nous parle de croyances, de théories, de concepts d'identité de genre, vocabulaire qui nous rappelle assez bien les termes de la Manif pour tous, lorsqu'elle combattait une certaine théorie du genre. Par la suite, on conseille aux parents de se renseigner sur le sujet et d'en apprendre le langage, afin de devenir aussi expert que lui en la matière, voire même, je cite, de le dépasser, afin d'assurer le rapport d'autorité en quelque sorte. Alors, c'est mon interprétation et elle n'engage que moi, mais voici ce que ça signifie à mon sens. Il est inconcevable que nos gosses nous apprennent des choses. L'adulte doit toujours être le plus savant, doit toujours être celui qui a le dessus, et il faut maintenir cette hiérarchie apprenant-recevant dans ce sens, afin de garder le contrôle, en quelque sorte. Ça ne me semble pas très ouvert d'esprit comme façon de voir les choses, d'autant plus qu'une des richesses des différences générationnelles,
je pense que c'est justement cet échange de connaissances, puisque la nouvelle génération est aussi là pour faire avancer la société, pour faire évoluer les mentalités, et ce en partageant justement aux moins jeunes les nouveaux combats portés par la société, qu'ils soient environnementaux, sociaux, culturels, etc. Plus loin, on parle d'une variété de troubles susceptibles d'être à l'origine de ce questionnement de son genre, dépression, autisme, troubles de l'humeur, etc. On nous dit également qu'il arrive fréquemment que les ados se laissent influencer par les histoires des autres sur les réseaux sociaux, puis on rassure les parents en expliquant que retarder l'accès aux hormones ne poussera pas l'enfant au suicide et que cette idée reçue est fausse ou exagérée. Bon, je me vois dans l'obligation de faire une parenthèse sur les infos données dans ce paragraphe, notamment pour les parents qui pourraient regarder ma vidéo. D'abord, en ce qui concerne le suicide et les tendances suicidaires chez les personnes trans, il existe tout de même de vrais chiffres issus de vraies études que je vous mettrai au montage. Mais je tiens à bien souligner le fait que ce qui peut pousser un adolescent transgenre au suicide, ou en tout cas impacter considérablement sa santé mentale, ce n'est pas forcément le fait qu'on lui retarde l'accès aux hormones, mais plutôt le fait qu'on ne l'accepte pas tel qu'il est et qu'on ne le prenne pas au sérieux. En effet, un jeune qui se questionne sur son genre a besoin de sentir qu'on le soutient, qu'on l'accompagne, qu'on l'aide dans son questionnement, sans quoi il risque de se sentir encore plus mal car incompris par ses proches. Si vous êtes un parent concerné, n'ayez pas d'inquiétude, je suis certain que votre enfant sera en capacité de comprendre que vous ne voulez pas forcément entamer des démarches médicales tout de suite du fait de son jeune âge. L'essentiel est d'être à l'écoute et vous pouvez bien sûr lui faire part de vos craintes sans pour autant nier son ressenti ou vous opposer catégoriquement à ses demandes. La meilleure chose à faire selon moi lorsqu'un jeune se questionne sur son genre est d'entamer un suivi avec un ou une bonne psy qualifiée sur le sujet qui non seulement fera du bien à l'enfant, lui permettra d'exprimer ce qu'il ressent, l'aidera à patienter l'âge de pouvoir débuter une quelconque médication si nécessaire bien sûr, et puis en plus d'être bénéfique pour le bien-être de l'enfant, le suivi psy pourra rassurer les parents qui peuvent se demander s'il s'agit d'une phase d'adolescence ou d'un réel désaccord entre le genre ressenti et le genre assigné à la naissance. Et pour finir, ce suivi facilitera au moment venu l'accès à l'hormonothérapie si le patient décide d'y avoir recours à l'âge adulte. Encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il est tout à fait normal et légitime en tant que parent de se questionner sur la véracité du questionnement de son enfant, mais si celui-ci est bien accompagné, notamment avec un suivi psy de qualité, il n'y a plus de raison de vouloir à tout prix s'opposer aux demandes de l'enfant une fois grand, qui sont essentielles pour son épanouissement. Être parent, c'est avant tout penser au bien-être et au bonheur de son enfant et savoir mettre de côté ses idées reçues, ses croyances et ses désirs lorsque c'est nécessaire. Donc, revenons à nos moutons, ce qui me dérange dans ce paragraphe, c'est qu'on nous énumère toutes les choses extérieures qui pourraient être à l'origine du questionnement de l'enfant sur son genre, sans envisager la possibilité la plus probable et la plus importante que l'enfant se questionne sur son genre parce qu'il est réellement, profondément, véritablement, fondamentalement transgenre. Et c'est là le problème principal de ce collectif qui, comme nous le verrons plus tard, s'accroche excessivement à toutes les autres possibilités qui justifieraient l'apparition du questionnement de genre chez certains jeunes au lieu d'admettre qu'ils puissent être transgenres. Rien qu'à la lecture de ces lignes, je peux vite me mettre à penser que mon enfant est influencé ou en dépression, qu'il a un problème, un trouble, une maladie, mais pas qu'il est transgenre. Je commence alors déjà à désapprouver son questionnement, car je vais supposer, comme le suggère ce paragraphe, que le problème est ailleurs. Le parent, qui donc initialement était venu se renseigner sur la transidentité, a de fortes chances de repartir avec l'idée que son enfant est malade, qu'il a un problème, qu'il est influencé, et qu'il faut donc à tout prix lui enlever ses idées de la tête. Ce guide recommandé par le collectif oriente donc déjà habilement l'opinion des parents sur le sujet. Bon, jusqu'ici tout est plus ou moins dans l'implicite, peut-être même que pour l'instant vous ne trouvez rien de très choquant, puisque bien sûr le collectif essaye un minimum de soigner son image publique pour éviter des attaques. Mais lorsque l'on intègre ce collectif, comme je l'ai fait sous l'identité fictive d'un parent d'adolescent transgenre cherchant du soutien et des conseils, on découvre un discours beaucoup moins nuancé, un discours beaucoup plus franc. On découvre leurs vraies pensées cachées derrière des pseudos. Bien évidemment, je vous ai préparé une sélection aux petits oignons de messages représentatifs de leurs idées, que je vais vous lire incessamment sous peu, mais avant ça, je vais vous résumer la pensée de bon nombre de parents qui appartiennent à ce collectif. Pour certains, il y a les faux trans et les vrais trans.
Il y aurait aussi des trans réussis et des trans ratés. Et pour beaucoup d'autres, la transidentité n'existerait carrément pas. Ce serait une invention, une idéologie répandue par les influenceurs LGBT+, et encouragée par les laboratoires pharmaceutiques et les équipes médicales pour faire un maximum de profit avec la prescription des hormonothérapies et des interventions chirurgicales. Selon ses parents, cette idéologie fonctionnerait comme une secte. Les membres de cette dernière s'influenceraient alors mutuellement et ramèneraient de plus en plus d'adhérents à celle-ci. Certains parlent même d'une contagion sociale, d'un phénomène de masse, etc., etc. Puisqu'une secte fonctionne par la manipulation des personnes fragiles, les partisans de cette théorie aiment alors dire que cette idéologie s'attaque aux personnes les plus fragiles, souffrant d'un mal-être quelconque, et leur font miroiter la transition comme une solution magique à tous leurs problèmes. Il n'existerait donc selon eux pas de personnes transgenres, mais uniquement des personnes fragiles à qui on a mis dans la tête qu'elles étaient transgenres. Et oui, il fallait y penser. Pour finir, certains... Ah, je sais pas finir. Ah bah non, qu'est-ce que tu crois, ils ont plein d'imagination. Ah bah oui. Certains aiment comparer ce phénomène à la drogue et toutes les autres dérives dans lesquelles on peut se plonger pour fuir un mal-être. Autrement dit, si la jeunesse a pu autrefois et encore aujourd'hui exprimer un mal-être et chercher à fuir la réalité à travers la drogue, elle aurait aujourd'hui une toute nouvelle façon de le faire à la mode, en changeant d'identité et en intégrant cette soi-disant secte. Hein? Oui, ce serait selon eux la nouvelle forme de débauche chez les jeunes, un phénomène sociologique nouveau. Ah oui. Ah oui, et je vous ai passé les idées du style les filles veulent devenir des hommes pour échapper au sexisme et à la misogynie, au lieu de se battre pour leurs propres droits. Ou encore... Alors moi, si je peux me permettre, je pense que ce sont des lesbiennes refoulées qui veulent échapper à l'homophobie, qui se disent que c'est mieux d'être un garçon hétéro finalement. Ah oui, parce que c'est prouvé, dans notre société, c'est quand même beaucoup plus facile de vivre en tant que personne transgenre qu'en tant que personne homosexuelle. Mais oui, les personnes trans subissent davantage de rejet, de discrimination, de harcèlement que les personnes lesbiennes, gays, bi, etc. Donc, si l'idée c'était de fuir l'homophobie, finalement, on s'en sort pas très gagnant, quoi. D'autant plus qu'il est important de noter que toutes les personnes trans ne sont pas forcément hétéros, tout comme les personnes cisgenres. Ce qui me désole, c'est de voir à quel point ils sont sûrs d'eux, en fait, dans leur vision des choses et dans leur façon de voir la transidentité, qu'ils en viennent à faire des choses inconcevables. Je pense notamment à cette personne qui a appelé le 119, je crois, un numéro pour la maltraitance des jeunes, pour dénoncer la maman d'un ou d'une ado transgenre, je ne sais plus, qui l'accompagne en fait dans sa transition tout simplement. Cette personne a appelé ce numéro pour dénoncer cette maman pour maltraitance, considérant qu'accompagner son enfant dans sa transition est de la maltraitance. Je pense sincèrement que c'est l'hôpital qui fout la charité, surtout quand on voit qu'il y a certains membres de ce collectif dont les enfants ont fait des tentatives de suicide, et que pour autant, ces parents-là ne les prennent toujours pas au sérieux. Bref, alors avant de vous parler concrètement de leurs objectifs et de leurs moyens d'action, je vais, comme promis, vous lire quelques extraits de messages issus du chat privé de ce collectif, auquel j'ai pu du coup accéder et donc participer en tant qu'infiltré. Évidemment, je précise, même si pour moi ça va de soi, dans les messages que je vais vous lire, il n'y a aucun message qui a été rédigé par moi-même, bien entendu. Je vous montrerai pas les messages que j'ai rédigés moi-même, d'abord parce que j'ai pas envie de me griller tout de suite auprès d'eux, et puis aussi parce que les choses que j'ai pu dire dedans sont des choses qui vont dans leur sens pour gagner leur confiance, pour ne pas me faire griller, etc. Et donc ne comptent pas, entre guillemets, pour ma vidéo, puisque ce sont de fausses informations. Voici donc quelques messages réels de parents appartenant à ce collectif. Tu es l'adulte, c'est toi qui décides, pas des gamines complètement perchées. Je vais clore le compte Twitter, c'est trop violent et dangereux. Menace judiciaire de la part de Twitter pour avoir dit qu'une femme trans est un homme. Je ne peux pas supporter ça. Imaginez l'argumentation juridique, ça défie le bon sens. C'est insensé. Tu as raison de clore le compte, ils sont fous, il vaut mieux se protéger. Nous discutons avec des cinglés, pas d'argument possible, c'est irrationnel. Vous savez, nous menons un combat contre un mouvement sectaire d'une grande force de frappe qui n'emporte pas son nom. Je n'aime pas ce que je vais écrire, ça fait facho. Mais ils sont partout. Ils ont même pris la parole lors de la manif IVG dimanche dernier à Paris. Ça m'a insupporté, d'autant que le ou la trans était moche parce que la transition n'était pas achevée. Ils étaient à l'instant dans une émission populaire de caniveau à la télé. À moins d'une opération coup de poing de notre part, au sens figuré, je ne vois vraiment pas ce qui va freiner ce mouvement sectaire mondial. Personnellement, je suis effrayé de leur pouvoir. Aujourd'hui, ma fille a 18 ans. On lui a préparé une super journée, alors je suis contente, mais j'appréhende un peu. Elle est majeure maintenant. Jamais j'aurais cru que je m'inquiéterais autant parce que ma fille deviendrait majeure. Fuck la secte. Pensez pour toi. Courage, passez une belle journée. Et fuck la secte. Mon hiver a été très sombre au point de prendre des antidépresseurs, ce que je n'avais jamais fait avant.
Cependant, comme vous, je retrouve une énergie et une force suffisante pour combattre ce diable ou démon qu'est la secte du transgenrisme 2.0. Je viens de discuter sur Insta avec l'un d'eux, 20 ans, devenu garçon depuis peu, niveau intellectuel limité, discours bien rodé, impossible d'échanger, trop de certitudes sur le sujet. Échange cordial, mais j'ai mis fin. J'espère qu'ils vont redescendre de cette idéologie mortifère. Et pour moi, être né dans le mauvais corps, c'est du pur délire. C'est un gros business et certains se frottent les mains, pendant que nos enfants sont manipulés par une idéologie et se détruisent. Il y a aussi le lobbying pharmaceutique derrière tout ça. Oui, c'est vrai. Il ne restait plus que l'unité familiale à éclater. Et allez, on a la main haute sur chaque membre de la société individuellement. Les gosses deviennent de gros consommateurs dès le plus jeune âge. Ils ont même instillé le doute chez les parents, les professionnels de la santé, les profs sur l'authenticité du concept trans et la dysphorie. C'est l'une de leurs armes les plus puissantes. Illiciter de la souffrance et de la culpabilité les aide à acheminer ces enfants où ils veulent qu'ils finissent sous le scalpel des chirurgiens. Son livre est éclairant pour l'engagement de mon fils qui est entré en religion du wokisme à l'université. Je ne me suis pas rendu compte, étant de gauche, de sa dérive sectaire, je pensais qu'il était plus à gauche que moi, et ça ne me dérangeait pas. Finalement, je suis passé à côté de cette nouvelle religion qui n'a rien à voir avec la gauche. Notre société est gangrenée par cette nouvelle religion. Comment s'en sortir ? J'ai passé un gros branle à ma fille. Elle chialait en reniflant et sortant des débilités. Elle faisait semblant d'avoir une crise d'apoplexie. Oh, je n'ai pas moufté d'un cil. J'arrive pas à gérer mes émotions. Sniff, sniff, comment veux-tu que je gère celle des autres ? Je ne sais même pas mettre de l'émotion quand on m'offre quelque chose. Sniff, sniff. Moi, commence par dire merci, espèce de truffe. J'en peux plus de leur « je gère pas mes émotions ». Parfois, j'ai envie de ne pas gérer ni leur bouffe, ni leur scolarité, ni leur linge, ni leurs courses. Nos filles voudraient devenir des hommes au lieu de changer la condition des femmes et les regards portés sur elles. Vrai trans, ça veut rien dire. Ta fille et sa copine sont lesbiennes. Mais si tu tapes lesbienne sur internet, tu tombes sur du porno. Hétéro, c'est ringard, donc elle s'imagine un mec homo. Parle-lui un jour des lesbiennes bouches. Elle s'imagine homosexuelle avec lui ? A-t-elle conscience que tout passera plus que par son anus ? Quand on sait que nos jeunes tirent déjà la tête quand on parle de suppositoire ? En fait, elles se disent trans alors qu'elles sont lesbiennes. J'ai l'impression que nos filles n'assument pas l'homosexualité féminine et ressentent que la masculine est plus acceptée. Ou acceptée parce que trans est homo. En plus de tous ces jolis messages, lorsque j'ai intégré le collectif, je suis tombé sur une BD qu'un des parents avait partagée dans le chat qui résume très bien leur vision des choses. Je vous laisse constater par vous-même. Salut, je suis Transblender. Oh, regardez, un garçon qui joue avec une poupée. Ça doit être un œuf. Et vous savez ce qu'on fait avec les œufs par ici ? Viens là, Johnny. Ne t'inquiète pas, Johnny, ça ne te fera pas le moindre mal. Attends une minute, c'est peut-être pas une si bonne idée. Et c'est parti, chassons ce non-conformisme déplaisant. Johnny avait le mauvais corps pour faire des trucs de fille, mais le blender trans prend les choses en main. Et voilà, maintenant tu es une fille, tu peux jouer à la poupée et faire tous les autres trucs de fille. Tu te sens tellement mieux, n'est-ce pas ? Maintenant, Jenny, tu es très satisfaite des résultats, n'est-ce pas ? Tu es heureuse, tu es enfin ton toi authentique. Raconte aux gens à quel point tu es heureuse. Ah oui, je suis si heureuse. Ici, on nous présente la transidentité sous le prisme de l'influence et on insuffle l'idée qu'une entité, ici le blender, représentant probablement la communauté trans, les influenceurs LGBT+, va dicter à quiconque ne correspondant pas aux stéréotypes de son genre qu'il est transgenre et doit donc alors transitionner. Cela reprend l'idée de l'idéologie sectaire dont nous parlions juste avant. Idée qui est largement partagée par les parents du collectif qui adhèrent au travail de cet artiste. Alors face à ce phénomène de société, cette contagion sociale, que veut faire le collectif ? Quels sont leurs objectifs ? D'un point de vue individuel, c'est très simple, les parents souhaitent empêcher la transition de leurs enfants à tout prix, en vain ou avec succès parfois. À plus grande échelle, ils montrent une détermination redoutable à rendre plus difficile le parcours de transition afin de freiner, voire stopper ce phénomène de masse. Mais comment peuvent-ils prétendre à un tel objectif ? Eh bien, vous verrez qu'ils ont un plan d'action bien organisé. D'abord, rappelons qu'il ne s'agit encore que d'un collectif, comme je l'expliquais précédemment. Il n'y a donc pas de président ou de présidente.
Cependant, j'ai constaté quelques pseudos qui reviennent régulièrement et gèrent l'activité du groupe. Ce sont celles qui vont proposer et lancer des projets, contacter des médias et journalistes, organiser des rencontres virtuelles ou réelles, repartager régulièrement leurs pétitions et bombarder de ressources pour influencer les nouveaux arrivants. Au-delà de ces quelques 7-8 personnes, les 70 autres familles se servent davantage de ce groupe comme un groupe de parole afin de se soutenir mutuellement, de s'échanger des conseils, etc. Comment donc ces parents s'y prennent-ils pour empêcher leurs enfants de transitionner? Préparez-vous, je vais vous décrypter leur stratégie générale qui peut se découper en 4 axes principaux. Persuasion, dissuasion, isolement, distraction. Comme expliqué précédemment, les parents vont s'auto-persuader et convaincre leur enfant qu'il a un problème autre, tel que la dépression, l'autisme, les troubles de l'humeur, le TDAH, le HPI, etc. Et que c'est ce problème qui lui fait penser à tort qu'il est transgenre. Alors que l'autisme, par exemple, est parfaitement compatible avec la transidentité. Ce sont 2 diagnostics qui peuvent se cumuler et non forcément s'annuler. On va alors se focaliser sur ce problème réel ou supposé, en partant du principe qu'en arrangeant ce dernier, le questionnement va s'envoler comme par magie. Certains parents en viennent même à mettre leurs enfants de 12 ans sous antidépresseurs, pensant ainsi les soigner et résoudre le problème. Ce travail de persuasion est souvent opéré par le parent en collaboration avec un ou une psychologue ou psychiatre stratégiquement choisi par ces derniers, puisque ces parents choisissent un ou une psychologue ou psychiatre qui ira dans leur sens, c'est-à-dire à l'encontre de toute idée de transition en fait. Autrement dit, ils ne veulent pas de ce qu'ils appellent des psys transaffirmatifs. En parallèle de tout ce travail de persuasion, on va aussi utiliser un fort moyen de dissuasion, la peur et le danger. Les parents vont montrer à leur enfant de nombreux témoignages de personnes qui ont regretté leur transition et vivent un enfer avec leur corps définitivement modifié et leur rabâcher les effets secondaires et les dangers qu'ils pensent connaître sur les bloqueurs de puberté et l'hormonothérapie. On y reviendra plus tard. Bref, toute information qui n'est pas nécessairement fiable et qui va être présentée d'une façon spécifique, sans précision de données statistiques et contextuelles, afin de ne montrer que ce que l'on veut, sous l'angle qui nous arrange, dans l'unique but de faire peur à l'enfant et le dissuader de se lancer dans un tel parcours. Un autre des axes principaux sur lesquels ses parents vont travailler, je dirais même la clé de leur stratégie, est celui d'isoler plus ou moins l'enfant en l'éloignant de ses principales sources d'interaction et d'information, à savoir les réseaux sociaux et ses amis. Car oui, rappelons-le, tout ne serait qu'idéologie et influence. Il faut donc à tout prix éloigner la menace que représentent les réseaux sociaux et les amis qui soutiennent l'ado dans son questionnement. Pas bien, hein? Et ça peut aller jusqu'à le changer d'établissement ou même déménager par exemple. En complément de ces 3 axes essentiels, ses parents vont aussi chercher par tous les moyens possibles à détourner l'enfant de ses réflexions introspectives, concernant donc en l'occurrence la remise en question de son genre. Ça passera donc par un maximum d'activités visant à distraire l'enfant le plus possible, lui laissant donc pas ou peu l'occasion de laisser libre cours à sa pensée. Le but recherché, bien sûr, étant de lui faire oublier son questionnement. Questionnement qui reviendra tôt ou tard si l'enfant est bel et bien transgenre, soit disant passant. On ne fait pas disparaître ça en claquant des doigts. Certains parents parlent même de démagogie, ce qui me pousse à ajouter que le second but recherché de cette stratégie est d'amadouer l'enfant en suggérant que ses parents ont beau être contre leur transition, ce sont en fait de bonnes personnes qui ne veulent que leur bien. Donc ce serait dommage quand même de se fâcher avec eux. Ils sont peut-être contre leur transition, mais ils sont quand même gentils. Il faudrait mieux les écouter et leur faire confiance. Cette démagogie permet donc, en général, aux parents de maintenir un minimum leur pouvoir d'autorité et de contrôle sur leur enfant. À quoi ça vous fait penser tous ces axes de travail? Perso, ça me fait un peu penser aux méthodes de certaines thérapies de conversion. Alors je n'affirme pas que les parents du collectif pratiquent des thérapies de conversion à la maison, je dis simplement que les méthodes y font un peu trop penser. En revanche, ce que je peux vous affirmer, c'est que d'après un article publié par Mediapart le 17 mai dernier, la créatrice d'Hypomonie aurait tenté d'influencer la loi passée le 31 janvier dernier interdisant les thérapies de conversion. Et de surcroît, on trouve dans des ressources principales partagées par le collectif un guide dédié aux psys et conseillers qui propose une approche psychothérapeutique qui soutient la personne dans l'acceptation de son sexe biologique comme le traitement de première intention le plus adapté aux jeunes qui présentent des souffrances liées au genre. Ça peut faire douter. Afin de ralentir et mettre un terme à ce phénomène, cette contagion sociale, comme certains membres aiment l'appeler, le collectif va tenter de diverses manières de démystifier le concept de la transidentité afin de la discréditer aux yeux de la société pour que le moins de personnes et d'institutions possibles soutiennent les transitions. Le collectif est donc très à l'affût de tout article ou émission en préparation autour de la transidentité. Les parents s'encouragent mutuellement à y participer, à y donner leur témoignage, et en profitent bien sûr pour y balancer tous leurs arguments et leurs infos,
que j'évoquerai bien sûr après en prenant soin de démêler le vrai du faux. On a d'ailleurs pu voir le mois dernier une des membres du collectif sur le plateau d'M6 pour un débat autour de la transidentité, après la diffusion de l'émission Trans unique en leur genre, au cours duquel elle accuse notamment son interlocuteur pédopsychiatre accompagnant des enfants trans dans leur parcours de mutiler des enfants. Hippomonie a d'ailleurs financé en partie le premier film d'une trilogie signée Sophie Robert, Trans mauvais genre, chapitre 1, une épidémie mondiale. Je l'ai d'ailleurs évoqué récemment sur Instagram puisque, à mon insu et sans mon accord, j'apparais aux côtés de d'autres personnes trans donnant leur témoignage dans leur film afin d'illustrer ce qu'ils appellent une certaine propagande transactiviste. Ce premier film, une épidémie mondiale, pose la problématique générale, questionne la réalité de cette épidémie et les différents facteurs qui ont concouru à l'explosion des chiffres. Il met en évidence le phénomène des influenceurs trans, la contamination par les pairs. Ah, la propagande LGBT. Voilà, je me devais d'ajouter cet exemple très récent, mais ils ont aussi bien d'autres façons de diffuser leurs idées. Le collectif va donc distribuer leurs flyers aux écoles de leurs enfants et aux autres parents d'enfants trans qu'ils connaissent, renvoyer sans cesse à une multitude de ressources dans le chat privé du collectif lorsque de nouveaux membres l'intègrent, démarcher des célébrités pour trouver une sorte d'ambassadeur ou d'ambassadrice à leur cause, contacter des instituts de santé pour reformer le personnel médical contre les transitions, et même s'entretenir directement avec certains psys pour les convaincre sur le sujet et les empêcher d'accompagner favorablement des personnes trans dans leur parcours. Et certains membres sont même actuellement sur la rédaction d'un livre qui, selon eux, va faire beaucoup de bruit. Oui, autant vous dire qu'ils sont déterminés. Mais le plus important dans tout ça, ce sont les idées et les informations qu'ils diffusent. Quelles sont-elles? Et surtout, faut-il croire tout ce que raconte le collectif? C'est bien ce point-là qui m'interpelle et que je souhaite dénoncer. Le collectif propage beaucoup, trop de désinformation. Voici par exemple des arguments qu'ils aiment propager sans retenue. Les bloqueurs de puberté risqueraient d'impacter la fertilité du patient. Alors d'abord, rapidement, c'est quoi les bloqueurs de puberté? En gros, c'est un traitement initialement prévu pour traiter la puberté précoce, qui peut donc être également utilisé chez un adolescent transgenre. Ça permet de mettre la puberté sur pause pour laisser plus de temps à l'adolescent de réfléchir sur son identité. Ensuite, soit le patient est en accord avec le genre qui lui a été assigné à la naissance, donc on arrête les bloqueurs de puberté et on laisse la puberté naturelle reprendre son cours, soit l'adolescent est transgenre, et alors on va pouvoir remplacer les bloqueurs de puberté par une hormonothérapie adéquate. Eh bien laissez-moi vous dire que de nombreuses études tenues sur le long terme auprès de personnes recevant des bloqueurs de puberté ont montré une fertilité parfaitement dans la norme. Lorsqu'un patient cesse les bloqueurs de puberté, s'il n'entreprend pas une hormonothérapie par la suite, sa puberté reprend donc naturellement son cours et la fertilité va donc revenir à la normale. Les bloqueurs de puberté n'ont donc pas d'impact sur la fertilité future du patient. En revanche, l'hormonothérapie, elle, peut impacter la fertilité à court ou à long terme du patient. C'est donc quelque chose qui se discute avant de lancer le processus. Mais je tiens tout de même à préciser une chose. Il est important de noter que beaucoup de personnes trans ne souhaitent même pas entreprendre des démarches de préservation de fertilité. Faire congeler ses ovules ou ses spermatozoïdes par exemple. D'après plusieurs études, les personnes trans souhaitant préserver leur fertilité seraient moins de 5% en Amérique du Nord. Et ce pour des raisons diverses, notamment la volonté d'adopter un enfant plutôt que de procréer biologiquement, ou bien l'absence totale de désir d'enfant. Les hormones augmentent les risques d'AVC et autres dangers cardiovasculaires et affaiblissent la densité osseuse. Bon, pour celui-ci, je ne vais pas vous mentir, j'ai parcouru une longue étude en anglais dont j'aurais voulu vous traduire les parties essentielles et vous en extraire des chiffres, comme je l'ai fait pour les autres arguments, mais elle était particulièrement complexe à décrypter pour un scientifique que je ne suis pas. Je vais donc me contenter de vous mettre en description un lien si vous voulez aller regarder par vous-même, comme pour le reste, ainsi qu'un tableau récapitulant l'impact des hormones sur la santé cardiaque et un autre sur la santé osseuse. Comme vous pouvez le constater, la prise d'hormones peut à la fois augmenter certains risques et à la fois en réduire d'autres. Comme tout type de médication, finalement, il y a des risques d'effets secondaires plus ou moins importants. Si je regarde par exemple les effets indésirables éventuels du paracétamol, je lis que je pourrais avoir des boutons ou des rougeurs sur la peau, développer de l'urticaire, même gonfler du visage ou encore faire un malaise brutal avec baisse importante de la pression artérielle. Ça fait peur d'un coup. Pour autant, lorsque j'en prends un cachet, il ne se passe rien de tout ça, tout comme je ne vais pas demain nécessairement faire un AVC à cause de mes 2 ans de testostérone dans le sang. Ce sont des risques, oui, qui existent et que nous devons connaître, mais gardons en tête que ces risques existent dans une certaine mesure. Peut-être donc faudrait-il arrêter d'utiliser constamment ces données pour faire peur. Par ailleurs, rappelons l'ironie de la situation. Certains parents du collectif refusent de voir leur adolescent envisager une hormonothérapie, en partie à cause de ces risques qu'ils évoquent, mais n'ont paradoxalement aucun problème à leur administrer des antidépresseurs à un âge si jeune. Ce qui, je pense, n'est pas sans risque non plus. De plus en plus de personnes regrettent leur transition et font marche arrière. Alors, oui, les détransitions, ça existe. Oui, quand on est jeune, on est influençable, et oui, on peut effectivement avoir parfois un autre problème tel que la dépression, et voir à tort la transition comme une solution à d'autres problèmes. Mais ces cas sont très minoritaires,
puisque par exemple, d'après une étude menée sur 317 adolescents et adolescentes transgenres, 5 ans après le début de leur transition sociale, 97,5% d'entre eux sont encore transgenres. Autrement dit, seulement 2,5% détransitionnent. De plus, lorsque l'on creuse un peu, on découvre que la plupart des personnes qui détransitionnent le font à cause de la transphobie, et non réellement parce qu'elles regrettent. Pour illustrer mon propos, je vous mets un tableau de statistiques issu d'une étude publiée en 2016 par le National Center for Transgender Equality, sur lequel vous pourrez remarquer que la plupart des détransitions ont en fait été motivées par diverses discriminations ou pressions, familiales, intimes, amicales, professionnelles, médicales, religieuses ou encore financières. Vous pourrez remarquer que sur toutes les personnes impliquées dans cette étude ayant détransitionné, seulement 5% indiquent l'avoir fait car elles ont réalisé que la transition n'était pas pour elles. Ce qui signifie donc que sur le minime pourcentage de détransitions, la plupart ont été contraintes à cause de diverses discriminations, pressions ou difficultés, et non réellement voulues. Donc finalement, les détransitions sensationnelles qu'on aime afficher dans les médias, montrant des personnes qui se sont réellement trompées sur leur identité, ne représentent qu'une ridicule portion des transitions effectuées. Donc faire des cas de détransition une généralité pour faire peur, c'est vraiment du foutage de gueule, ou plus communément ce qu'on appelle de la récupération. Afin de rendre le parcours de transition plus difficile, le collectif tente au maximum de faire changer la législation. Il a notamment milité contre la circulaire passée le 29 septembre 2021, autorisant notamment les élèves transgenres à être appelés par leur prénom d'usage dans leur établissement avec l'accord des représentants légaux. Et contre la loi passée le 31 janvier 2022, interdisant toute forme de thérapie de conversion comme évoqué précédemment. Au-delà de ces actions directes, certains membres vont régulièrement manier la peur en menaçant des équipes médicales accompagnant des personnes transgenres dans leur transition, allant de simple moralisation à l'ouverture de procès à l'encontre de ces derniers. Oui, c'est grave. Hippomonie est donc un collectif qui milite contre les droits des personnes trans et qui prend de l'ampleur dernièrement. On le constate notamment avec l'invitation d'une des membres sur le plateau d'M6 le mois dernier, ou encore à la diffusion de leur site internet il y a 2 semaines. Pour que d'autres enfants transgenres ne retrouvent pas leurs parents dans ce collectif et en souffrent, pour que nos droits ne soient plus remis en question, pour que ce collectif ne nuise pas davantage à l'image de la transidentité et à nos vécus individuels de personnes trans, je fais donc appel à votre vigilance et vous invite à faire circuler cette vidéo au maximum, car le public a le droit de savoir à qui nous avons affaire. Ainsi, plus personne ne pourra dire « je ne savais pas ». Pas même les médias qui se disent bienveillants et disent vouloir sensibiliser et éduquer sur ce type de sujet, tout en invitant des membres d'un collectif aussi inapproprié répandre la désinformation sur leur plateau. Je terminerai cette vidéo en vous donnant des noms d'associations plus fiables et plus safe, telles que celles qui s'affichent sur votre écran, pour que vous puissiez vous renseigner ou échanger en toute sécurité, notamment si vous êtes en questionnement ou que vous êtes parent d'un enfant transgenre ou en questionnement. Merci infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo dans son intégralité, et merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont aidé de diverses manières. Ces personnes se reconnaîtront. Et en ce qui me concerne, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo beaucoup plus légère, je vous le promets. Salut! Do